je vous propose de vous parler d'abord de Andéo, expliquer effectivement dans quel contexte s'est créée l'association Andéo, et puis peut-être détailler derrière quels sont les outils pratiques, j'allais dire, de mise en œuvre des droits, en tout cas dans l'effectivité, j'allais dire, des droits des personnes handicapées souhaitant vivre à domicile. Alors, Andéo, c'est une association donc française qui a été créée à l'initiative des grandes unions, fédérations et associations nationales du handicap qui décident de se réunir il y a quelques années. L'association Andéo a été créée en 2007, donc nous sommes une jeune association créée sur un objectif extrêmement simple qui devient un leitmotiv chez Andéo. Je le résume en une phrase. Quelle que soit ma situation de handicap, quelles que soient mes ressources ou quelle que soit ma situation géographique, c'est-à-dire mon lieu d'habitation, je dois pouvoir trouver près de chez moi des services compétents et adaptés à mes besoins lorsque je fais le choix de vivre à mon domicile. Autrement dit, vivre de la façon la plus ordinaire possible. Et que si je ne trouve pas précisément des services à la personne, des services d'aide et d'accompagnement à domicile en capacité de m'aider au quotidien dans des tâches et qui, nous le verrons, ne sont pas des tâches extrêmement démesurées en termes de projet de vie, eh bien, on place la personne handicapée dans un projet de vie qui est virtuel. Et donc, le collectif, j'allais dire, et la réunion de ses membres, si vous pouvez juste passer à la slide d'avant, si vous le voulez bien, pour bien comprendre l'ADN d'Andéo, c'est aujourd'hui en fait 12 fédérations, unions et associations nationales. Pour vous en citer quelques-unes, l'association des paralysés de France, qui est une grosse association française qui est plutôt sur une représentation des personnes en situation de handicap moteur, l'UNAPI et la FEGAPI, qui sont des mouvements et fédérations fédérant des associations type ADAPI, APEI, en fait ce qu'on appelle le mouvement parental, plutôt dans le champ de la déficience intellectuelle. L'UNAFTC, qui est l'Union nationale des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés, et c'est actuellement l'UNAFTC qui préside Andéo, puisque c'est une présidence tournante chez Andéo. L'Association des paralysés de France a présidé Andéo, la Mutuelle Intégrance a présidé Andéo. Aujourd'hui, c'est le tour de l'UNAFTC. La Fédération Trisomie 21 France, la Fédération des APAGE, la Fédération des aveugles de France. Enfin, je ne vais pas toutes vous les citer. Vous les avez là sur le slide ici. Mais des mouvements, des associations, des fédérations qui sont sur un double métier. Alors, pardon pour les raccourcis, je le fais un peu rapidement, mais parce que le temps nous est compté. Le premier métier de ces associations-là, c'est bien de défendre les droits, les intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille. C'est vraiment l'objectif principal. Et puis le second métier, pour 90-95% d'entre elles, c'est la gestion d'établissements et services médico-sociaux. Autrement dit, ça fait des décennies en France qu'on apporte des réponses plutôt institutionnelles, plutôt en établissement médico-social, s'agissant de l'accompagnement des personnes handicapées, avec peu, voire dans un certain nombre de cas, pas du tout, de réponses au domicile des personnes en situation de handicap, en tout cas au quotidien, au domicile des personnes handicapées. Et la création d'Andéo, c'est bien un virage qui s'opère en réaction à deux lois importantes en 2005 en France. Une loi très, très importante dans le secteur du handicap, qui est la loi du 11 février 2005, qui renforce justement les questions de citoyenneté pour les personnes handicapées, d'inclusion, de vie à domicile, avec aussi l'arrivée de prestations qui permettent aussi de pouvoir faire appel finalement à des services à la personne. Et puis dans le même temps, une autre loi qui répondait à des enjeux aussi de développement économique, de création d'emplois dans le champ des services à la personne, la loi Borloo, avec un plan de développement des services à la personne qui devait accélérer la création de structures d'aide à domicile, mais qui accompagne plutôt principalement des personnes âgées. Ou des personnes âgées dépendantes, et bien souvent à la marge les personnes en situation de handicap. Et donc les associations de handicap se disent qu'il faut absolument s'occuper de cette question-là, j'allais dire, pour participer en tout cas à la structuration d'une offre qui réponde bien aux attentes, aux besoins spécifiques des personnes handicapées, puisque le postulat de départ, évidemment, c'est de dire qu'on n'accompagne pas tout à fait de la même manière une personne âgée que d'une personne handicapée. Il y a évidemment des points communs, mais il y a des spécificités, et donc on s'est attelé à travailler sur ces spécificités-là. Alors,
Quand j'annonce comme ça qu'il y a des spécificités, après il fallait quand même étayer un peu le propos et donc nous avons réalisé une étude après la création d'Andéo, donc dans les années 2008, pour aller regarder en quoi c'était différent précisément d'intervenir au domicile d'une personne handicapée à la différence d'une intervention auprès d'une personne âgée. Et donc cette étude, elle est évidemment disponible sur notre site internet et puis je vous la mettrai à disposition. Mais tout ce qu'on produit de toute façon est consultable sur notre site internet. Et ce qui a été aussi un des points de départ pour pouvoir bâtir des outils pratico-pratiques, j'allais dire, après la création d'Andéo. Alors, ceci étant dit, ensuite, concrètement, comment on décide d'aborder cette question-là? On décide de l'aborder sous deux angles, avec un angle très fort concernant la qualité de service. Et c'est un point extrêmement important parce qu'on voit bien que après les années 2005, on sent qu'il peut y avoir potentiellement un appel d'air à la création de structures d'aide à domicile et on ne s'était pas tout à fait trompé puisqu'on est 10 ans après cette loi et en France aujourd'hui il y a énormément d'opérateurs de structures d'aide à domicile de services à la personne et la crainte c'était vraiment cette trappe qualitative par rapport au public auquel on s'adresse. Et donc on a décidé d'aborder cette question-là sous l'angle de la labellisation en créant un label qui s'appelle Capandéo Service à la personne. Et puis en fait, nous déployons aujourd'hui d'autres labels. Et donc si nous avons le temps, mais je vous en dirai évidemment quelques mots, s'agissant aussi des questions de mobilité, de transport, puisque vivre à domicile, en tout cas trouver des services qui permettent de vivre à domicile, me semble-t-il, doivent surtout permettre de sortir de son domicile et de pouvoir vivre dans la cité comme n'importe quel citoyen. Et c'est vrai qu'en France, on utilise aussi beaucoup ce terme de maintien à domicile, moi qui est un terme qui me chagrine un peu, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de maintenir coûte que coûte les personnes handicapées dans leur domicile, ou j'allais dire de réinstitutionnaliser le domicile, mais bien de faire de sorte qu'elles puissent accéder à des services de droit commun. Et donc, on pense à l'accès aux soins, à la culture, aux loisirs. Et évidemment, toutes ces questions-là seront possibles à partir du moment aussi où les questions de transport, de mobilité, et donc de cette chaîne-là soit complètement sécurisée. Donc je m'y attarderai évidemment un peu plus sur aussi les questions de besoins et attentes, puisque Madame Lassois le rappelait, mais au fait, de quoi a-t-on besoin, nous, lorsque précisément souhaitons vivre à domicile et pouvoir accéder à d'autres types de services, et donc je vous le détaillerai. Et puis, le deuxième axe de travail était de se doter d'un outil d'observation, donc via finalement la création d'un observatoire national des aides humaines, mais pour pouvoir produire de la connaissance sur ce secteur-là et j'allais dire redonner aussi du pouvoir d'agir aux personnes handicapées. Et pour pouvoir redonner du pouvoir d'agir aux personnes handicapées, et de faire de sorte aussi qu'elles puissent avoir une meilleure compréhension du secteur qui les entoure. Et puis, il faut bien dire que, alors je ne connais pas bien la situation en Wallonie, mais en France, ce secteur-là est d'une extrême complexité par rapport au droit, ce qui est possible d'obtenir, et puis ensuite dans la diversité aussi des services d'aide à domicile, et donc aussi de bien comprendre quel est l'environnement. Donc ça passe par des études, on publie, on produit des études, de la recherche, mais on produit de la recherche directement accessible pour les personnes handicapées. C'est extrêmement important, au risque d'être un peu lourd avec ça, mais l'idée c'était surtout pas d'avoir un outil où finalement des chercheurs s'adressent à d'autres chercheurs, mais bien de proposer des productions directement accessibles pour que les personnes handicapées, les aidants proches, les partenaires, les services d'aide à domicile, les partenaires institutionnels également, puissent reprendre pour leur compte cette matière-là et de la traduire par des axes opérationnels. C'est aussi ce type de production qui nous a permis de fabriquer des outils très concrets, le label en étant une illustration. Donc,
L'Observatoire des aides humaines a déjà publié un certain nombre d'études. Je disais une étude sur les spécificités liées à l'intervention auprès de personnes handicapées vivant à domicile. Nous avons aussi, il y a 2 ans, je crois maintenant, réalisé une extension de cette étude s'agissant des besoins des enfants handicapés vivant à domicile et en fait les besoins des parents aussi dans l'accompagnement de leurs enfants vivant à domicile. Et puis nous avons un certain nombre d'études là dans les tuyaux qui seront bientôt publiées. Une sur le handicap psychique et sur la particularité aussi de l'intervention auprès de personnes en situation de handicap psychique souhaitant aussi là, vivre à domicile. D'autres sujets d'études sur les questions de formation, sur les refus et arrêts d'intervention aussi, qui sont des problématiques un peu complexes dans notre secteur. Donc je voulais vraiment bien replanter le décor, j'allais dire, pour bien comprendre d'où parle Andéo lorsque Andéo décide de déployer un ou des labels, un observatoire des aides humaines. Et c'est vrai que Madame Lassois le rappelait, mais l'initiative d'Andéo, si je faisais là aussi un peu court, mais c'est bien une démarche client. C'est une démarche utilisateur, c'est-à-dire que c'est des personnes handicapées ou des représentants de personnes handicapées qui décident de se doter d'un outil partagé, un collectif, pour essayer de le traduire là de manière concrète à travers des actions. Et donc évidemment au conseil d'administration de Andéo, on a des personnes qui sont directement concernées et qui peuvent effectivement participer aux travaux, participer à la rédaction d'un référentiel, participer à la production d'une étude, participer à différents groupes de travail, et c'est extrêmement important. Je veux bien que vous passiez à la slide suivante. Voilà. Alors dans le contexte que je vous décrivais et dans des logiques qui du coup sont de plus en plus fortes sur les questions de vie à domicile, vous donner quelques éléments contextuels, quelques exemples, mais c'est vrai que la création d'Andéo et finalement, mais pourquoi on décide de s'attarder sur cette question-là et pourquoi finalement le développement des services à la personne ira de plus en plus fort, mais parce qu'on est précisément dans des logiques d'inclusion de plus en plus fortes. J'ai entendu le terme désinstitutionnalisation tout à l'heure. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de sortir les personnes handicapées des établissements médico-sociaux, puisqu'un certain nombre de personnes handicapées relèvent bien et ont besoin d'accompagnement en établissement médico-social, mais en tout cas, à chaque fois que cela est possible, si on peut privilégier des solutions à domicile, on est bien sur ces logiques-là de pouvoir apporter une réponse qui correspond au choix largement exprimé par les personnes handicapées, qui est de vivre donc à leur domicile. Et puis l'inclusion, on pourrait là aussi l'étirer, j'allais dire, autant que de besoin. J'entends parler d'inclusion scolaire, d'inclusion au travail. Alors il faudra réussir tous ces paris-là d'inclusion scolaire, d'inclusion au travail, mais quand on aura réussi à faire ce travail-là, on n'aura répondu qu'à un bout du problème. Parce que si je suis en situation de handicap et également en situation de travail, mais que pour aller travailler, j'ai besoin d'aide humaine, d'une auxiliaire de vie, d'un aidant pour m'aider à me préparer le matin, m'aider à faire la toilette pour que précisément je puisse me rendre sur mon lieu de travail, il faut bien trouver dans sa proximité des services en capacité de m'aider à réaliser ces projets-là. Et donc, on est vraiment sur des enjeux de plus en plus forts, là où on parle d'inclusion, là où j'entends parler de désinstitutionnalisation, et donc de bien trouver des services qui vont être en capacité de répondre à ces besoins-là. Et puis, aussi l'augmentation de l'espérance de vie. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, là où lorsque nous ne sommes pas en situation de handicap, on gagne, je crois, un trimestre de vie, un mois, non c'est moins d'un mois d'augmentation d'espérance de vie tous les ans. Pour une personne handicapée, c'est 3 fois plus. Alors ce chiffre-là est un peu plus à la baisse aujourd'hui, mais là où, si je prends l'exemple de la trisomie 21 par exemple, et où des parents redoutaient une mort prématurée de leurs enfants qui avaient une espérance de vie extrêmement courte, 18, 20 ans, aujourd'hui ces personnes-là, et heureusement d'ailleurs, vieillissent ou avancent en âge, et donc avec des personnes qu'il va falloir aussi pouvoir accompagner tout au long de leur vie, y compris avec des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, dépassent l'âge de la retraite, et dont il va falloir aussi prévoir un certain nombre d'accompagnements.